Bonjour à tous. Je m'appelle Amélie Pinard, je suis doctorante en deuxième année de thèse à la faculté de médecine de la Timone à Marseille, sous la direction du docteur Gwenaël Colobérou, dans l'équipe génétique et bioinformatique qui est dirigée par le professeur Christophe Bérou, au sein de l'unité de recherche INSERM UMRS 910, dirigée par le professeur Nicolas Lévy. Je vais maintenant vous faire le point sur les avancées du projet de recherche qui est financé par l'ASFMA et qui porte sur les bases de données du syndrome de Marfan et des pathologies associées qui sont des maladies génétiques. Donc tout d'abord, je vais vous faire un bref rappel sur ce que c'est qu'une maladie génétique, pour ceux qui ne le sauraient pas. L'homme, il est composé de milliards de cellules, et chacune de ces cellules contient 46 chromosomes. Donc chaque chromosome, c'est un fil d'ADN composé de 4 bases, A, C, T, G, qui vont être répétées dans toutes les combinaisons possibles. Donc quand on va avoir un gène avec la modification d'une lettre, comme ici, un G qui donne un A, souvent il n'y a pas de conséquences. C'est ce qui fait que nous sommes tous différents les uns des autres. Mais parfois, il peut y avoir un mauvais fonctionnement de la protéine correspondante. Si cette mutation est présente dans toutes les cellules, donc aussi dans les cellules de la reproduction, qu'on appelle les gamètes, elle pourra être transmise à la descendance. C'est ce qu'on appelle une maladie génétique. Donc, le syndrome de Marfan et les pathologies associées, ce sont des maladies génétiques aux multiples facettes, puisqu'elles vont pouvoir toucher le cœur, les poumons, la peau, l'œil ou le squelette. D'un patient à l'autre, elles s'expriment de manière différente. Donc, par exemple, ici, on peut voir dans cette famille que les 4 individus atteints présentent une grande taille, ainsi qu'une arachnodactylie, c'est-à-dire les mains en forme de pattes d'araignée. Si maintenant on regarde au niveau du cœur ou de l'œil, on peut observer des variations. Donc ces variations de l'expression des signes cliniques au sein d'une même famille est très fréquente, alors que pourtant tous les individus atteints sont porteurs de la même mutation. Une autre caractéristique est que souvent l'anomalie génétique n'est pas retrouvée dans d'autres familles. On parle alors d'une mutation génétique privée. Donc si maintenant on revient à la variation de l'expression des signes cliniques, on peut voir sur ce schéma qui est très simplifié qu'en fait c'est très complexe. Donc le syndrome de Marfan, dans sa forme classique et sévère, est une combinaison de signes cliniques qui touchent le squelette, l'œil et le cœur principalement. Les pathologies associées, elles, vont plutôt toucher un ou plusieurs de ces systèmes. Si maintenant on s'intéresse à l'anomalie génétique, on peut voir qu'un tableau clinique peut être causées par des mutations dans des gènes différents, et que des mutations dans le même gène, par exemple ici FBN1 en rouge, peut donner des signes cliniques différents. Donc cette complexité génétique est très... cette complexité génétique, elle ne va pas aider le travail du médecin qui vous suit, du généticien, parce qu'en fait, il ne va pas pouvoir deviner a priori quel est le gène qui est porteur de l'anomalie génétique, en se basant uniquement sur votre forme de la maladie. Donc, est venu d'où l'intérêt de faire l'inventaire de tout ce qui était déjà connu comme association entre l'anomalie génétique et les signes cliniques qui étaient observés. Donc pour cela, notre équipe a créé des bases de données. Donc qu'est-ce qu'une base de données? C'est un outil de gestion des données qui est spécifiquement rattaché à un gène. Et donc on va rentrer les mutations et les signes cliniques d'un patient et de ses apparentés. Le logiciel qui est utilisé pour créer ces bases de données s'appelle UMD, pour Universal Mutation Database. Et il a été développé par le professeur Christophe Bérou, mon chef d'équipe, en 1993. Grâce à leur hébergement sur Internet, les bases de données sont consultables par les généticiens, les cliniciens et les chercheurs du monde entier. Donc qu'est-ce qu'il y avait déjà avant mon arrivée? Donc il y avait 4 bases pour les 4 gènes suivants. Ceux de la fibrilline, FBN1 et FBN2, et des récepteurs au TGF-bêta, TGF-bêta-R1 et TGF-bêta-R2. Donc, elle recensait toutes les mutations connues de ces gènes ainsi que les signes cliniques qui étaient associés. Dans un but d'homogénéisation de ces données, qui étaient publiées dans la littérature, le fait qu'on ait utilisé un outil informatisé, ça a permis de nommer toutes les mutations avec les mêmes règles, c'est ce qu'on appelle une nomenclature, et également de décrire les signes cliniques avec un même vocabulaire, c'est ce qu'on appelle une ontologie.
De 2004 à 2007, le professeur Laurence Fèvre a permis de mettre à jour la description clinique d'environ 1000 patients de ces bases de données. Donc, au quotidien, quel va être l'apport pour le clinicien et le généticien de ces bases de données? Ça va être de répondre à des questions très importantes telles que est-ce que la modification du code qu'il a trouvé dans un gène chez son patient est celle qui est à l'origine de l'apparition de la maladie? Donc, autrement dit, est-ce que c'est bien une vraie mutation? Est-ce que cette mutation elle a déjà été décrite dans d'autres familles? Et si oui, quels étaient les phénotypes qui y étaient associés? Donc c'est très important car on demande maintenant aux généticiens moléculaires, avec les critères de GAN 2, de vérifier si la mutation qu'ils ont identifiée a déjà été retrouvée associée à des anomalies cardiaques, pour pouvoir poser le diagnostic du syndrome de Marfan ou d'une pathologie associée. Donc si le patient présente uniquement des signes oculaires et squelettiques, mais que la mutation elle a déjà été recensée avec des anomalies cardiaques, on va pouvoir lui proposer un suivi cardiovasculaire qui va être plus fréquent, parce qu'il sera plus à risque de développer des anomalies cardiaques. Donc ces bases de données elles sont également importantes pour la prise en charge du patient, donc pour vous. Donc les différents buts de ce projet de recherche financé par l'ASMA, c'était de recenser toutes les nouvelles mutations issues de la littérature qui nous sont transmises par nos collaborateurs internationaux, de compléter les données cliniques, parce que parfois dans les publications, il y a uniquement la mutation du patient, mais pas forcément les données cliniques. Alors il faut contacter les auteurs pour qu'ils nous disent quels étaient les signes cliniques du patient. Ajouter les apparentés. Donc au début, il y avait uniquement le premier cas de la famille, qu'on appelle le cas index ou le proposant, qui était indexé dans la base. Mais comme vous avez pu le voir, il peut y avoir plusieurs formes de la maladie qui est associée à une mutation. Donc c'est important aussi de rentrer les apparentés dans la famille. Et enfin, améliorer le site Internet en développant des nouvelles fonctions qui sont tant nécessaires pour le clinicien que pour le généticien, permettent de faciliter les échanges avec la communauté internationale et améliorer l'interface d'interrogation des bases. Donc depuis 2012, fin 2012, quand j'ai commencé mon travail de thèse, on peut voir que j'ai rentré de nombreux patients en plus dans ces bases. Donc le plus gros travail, ça a été pour la base FBN1, où on est passé de 601 mutations à 2945, et qui sont actuellement en ligne et disponibles pour tout le monde. Et aussi, par exemple aussi pour la base TGF-bêta-R1, nous l'avons mise à disposition en ligne. C'est pour ça qu'avant c'était 0, parce que personne ne pouvait les consulter. Et maintenant, elle est complète et à jour avec 124 mutations, patients qui sont renseignés en fait. Nous avons amélioré l'interface d'interrogation de ces bases. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'interface elle a été simplifiée. Et maintenant, quand on veut connaître la liste des mutations qui nous intéressent dans une partie du gène, on va pouvoir cliquer sur la région concernée directement sur la figure. De la même façon, pour connaître la liste des mutations qui est présente dans un domaine particulier de la protéine, c'est pareil, on va pouvoir cliquer et il va y avoir une liste exhaustive qui va s'afficher. Donc, pour le diagnostic de certaines maladies génétiques, pour lesquelles on ne va pas pouvoir dire a priori quel va être le gène qui est porteur de l'anomalie génétique, les laboratoires, en particulier aux États-Unis, se sont tournés vers les nouvelles technologies de séquençage à grande échelle du patient. Donc, soit on va regarder uniquement les parties qui codent pour de l'information génétique, c'est ce qu'on appelle un exome, ou alors l'ensemble du patrimoine génétique, c'est ce qu'on appelle un génome. Dans ces conditions, ils peuvent trouver des variations qui ne sont pas en rapport avec la pathologie. C'est ce qu'on appelle des découvertes fortuites. En France, il y a un consensus pour ne pas informer le patient de ces variations qui ne sont pas reliées au diagnostic qui a été demandé. Aux États-Unis, la politique est différente en matière de santé. C'est parce que les avocats, ils travaillent beaucoup là-bas. Donc, du coup, en juillet 2013, le Collège américain de génétique médicale et génomique a publié un article de recommandation où il cite une cinquantaine de gènes pour lesquels, s'il y a une découverte de variation, on doit prévenir le patient et donc analyser ces mutations.
Donc ces gènes qui sont particuliers, ils sont appelés actionable en anglais, c'est parce qu'on peut faire une action au bénéfice du patient. Comme par exemple proposer un suivi cardiovasculaire plus fréquent. Donc parmi ces 57 gènes qui sont recommandés, vous pouvez voir ici qu'il y a ceux du syndrome de Marfan et des pathologies associées. Donc il y a 3 gènes dont je vous ai déjà parlé, FBN1, TGF-bêta-R1 et TGF-bêta-R2, mais également 4 nouveaux gènes, SMAD3, ACTA2, MILK et MYH11, qui sont plutôt impliqués dans des formes cardiaques. Donc les laboratoires américains vont devoir aller consulter des bases de données d'experts pour pouvoir vérifier si les variations qu'ils ont identifiées au cours d'un exome ou d'un génome étaient déjà connues associées à des anomalies cardiaques. Et donc cette obligation des États-Unis d'aller vérifier ces variants vont permettre d'augmenter, de renforcer l'intérêt à l'international pour ces bases de données et d'augmenter la visibilité et la pérennité de nos 3 bases de données déjà existantes. Pour qu'ils puissent trouver toute l'information concernant l'ensemble de ces gènes, pas seulement les 3 dont nous avions déjà les bases, nous avons décidé de créer 4 nouvelles bases de données. Donc pour les 4 nouveaux gènes que vous pouvez voir ici, ACTA2, SMAD3, MYH11 et MILK. Et donc depuis un an, j'ai recensé toutes les mutations qui avaient été publiées dans la littérature pour ces nouveaux gènes. Donc pour les 2 plus petites bases, MYH11 et MILK, elles sont déjà complètes et disponibles en ligne. Et pour les 2 autres, nous espérons qu'elles puissent l'être prochainement. Donc vraiment, le but de tout ce travail, à terme, ça va être pour les médecins qu'ils puissent essayer de trouver des corrélations entre l'anomalie génétique et l'expression des signes cliniques de la maladie. Pour pouvoir répondre, ils aimeraient bien répondre à des questions, à savoir quelle va être l'évolution de votre maladie et de définir vos risques. Mais c'est encore très difficile actuellement de répondre au cas par cas. Pour le chercheur, ça va être de mieux comprendre la fonction de ces gènes pour ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques, comme il y a quelques années avec la remise au goût du jour du losartan avec la découverte du gène TGF-bêta-R2. Donc tout ce travail de recherche, c'est vraiment pour proposer des avancées pour les patients, pour qu'ils soient mieux pris en charge, qu'on puisse lui adresser le traitement le plus adapté à sa forme de la maladie, et enfin qu'il puisse être le mieux informé. Voilà. Merci de votre attention. Et bien sûr, je remercie tous les patients qui ont permis de financer ce projet, parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire tout ce travail. Voilà.